Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio Giton. Vous êtes l'invité, Cédric Villani, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors après 52 jours de mobilisation, si le mouvement de grève dans les transports s'essouffle, il se radicalise. Qu'est-ce que cette inquiétante radicalisation du mouvement social dit de l'état de la France? Le pays serait-il au bord de l'insurrection? Et puis Emmanuel Macron a-t-il raison de dénoncer, d'ailleurs ici sur Radio J, les discours politiques extraordinairement coupables, c'est le président qui l'affirme, affirmant que la France est devenue une dictature et justifiant de ce fait la violence politique et sociale. Et puis dans ce contexte, à moins de 2 mois des élections municipales, très exactement à 7 semaines, comment mener campagne quand on est issu de la majorité? En marquant sa différence, voire sa divergence avec la politique du gouvernement, ou en faisant bloc derrière Édouard Philippe et Emmanuel Macron, puisque vous êtes candidat à la mairie de Paris. Mais pour commencer, Cédric Villani, eh bien le coronavirus. Les experts appellent à ne pas céder à la panique. Ont-ils raison? Les experts ont raison de dire qu'il ne faut pas paniquer. En revanche, il faut bien se tenir informé. Il y a un site web tenu par des experts en qui j'ai confiance qui s'appelle Santé publique France et que l'on peut consulter. C'est un sujet sur lequel j'ai régulièrement des échanges avec des gens que j'ai côtoyés, par exemple en mes fonctions de vice-président de l'Office parlementaire scientifique. Bien sûr, c'est un sujet que nous suivons parce qu'il est à l'intersection entre les sciences, en l'occurrence la médecine et la politique, ou avec des personnalités comme Serge Uzan, doyen, qui a été doyen de la faculté de médecine. Et il faut leur faire confiance. Pas de panique. Pas de panique et bien s'informer. Et je répète, Santé publique France à consulter. Alors on en vient, Cédric Villani, à la bataille de Paris. Vous êtes donc candidat à la mairie de Paris, candidat dissident, En Marche. Candidat libre, indépendant, appelez-le comme vous le souhaitez. Comme mais en vous tout cas, aussi. Une candidature qui a été montée sur la base d'un projet et sur la base de beaucoup d'énergie avec des financements et des ressources indépendantes. On va parler de ce sondage Odoxa que doit publier le Figaro demain. Il indique qu'Anne Hidalgo fait la course en tête à 23%, Rachida Dati est à 20%, David Belliard est à 14%, Benjamin Griveaux à 16% et vous à 10%. Vous êtes donc en perte de vitesse. Quelle conclusion vous en tirez? Avant de tirer les conclusions sur un sondage, il faut connaître les détails, comme vous savez, tout le dossier qui accompagne le sondage. Je vois que ma candidature continue à se maintenir dans 10%, c'est pas terrible. Des 10 et autres. Nous avons une candidature à 10% à ce niveau par rapport à une candidature indépendante. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Mais là, vous êtes en chute. Et si quelque chose, alors, pour savoir quelles sont les tendances, il faut voir, comme je vous le disais, le dossier. Et comme on le sait bien, comme l'histoire l'a montré, ce n'est pas les sondages, les hausses, les baisses, qui doivent guider votre politique et votre façon de candidater. Vous vous souvenez, peut-être lors de notre première rencontre ici à Radio J, j'avais été sur le palier, là, quand vous étiez venu me chercher, il y avait une passante qui m'a apostrophé. Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit? Souvenez-vous de Jacques Chirac qui a tenu bon dans toutes les circonstances, même quand les sondages le donnaient bas, et qui finalement a gagné par sa ténacité. Ce n'est pas oui, mais Jacques Chirac, ce n'est pas une hausse, une baisse, Jacques Chirac en janvier, ce n'est pas une péripétie qui doit infléchir votre façon de faire campagne. Et ma façon de faire campagne reste la même. Attendez, on va parler de la campagne. À la rencontre des Parisiens et des Parisiennes. On va parler de la campagne, de votre campagne. Mais Jacques Chirac, pour faire le parallèle avec Jacques Chirac, en 95, en janvier 95, nous sommes en janvier 2020, justement, il commençait à grimper dans les sondages. Il y a eu cette bascule avec Édouard Balladur et vous chutez. Mais une question. Vous savez que la campagne vient de commencer avec l'entrée en campagne d'Anne Hidalgo. Attendez, je précise les choses. Si on commençait, effectivement, c'est la campagne qui commence pour de vrai. Alors, on précise des choses. Dans un entretien accordé à Paris Match, c'était, je crois, en septembre dernier, vous disiez que vous seriez à 18% en novembre. Oh là là, non. Et pardon, à 21% en décembre. C'est pas moi qui ai dit ça. Peut-être qu'un membre de mon équipe s'est laissé emporter, mais moi, je n'ai jamais dit ça. Je voulais demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Moi, je suis toujours prudent par rapport aux estimations. On sait bien aussi que les sondages donnent des tendances. Bien sûr, on en tient compte. Bien sûr, on en tient compte et c'est important et on les analyse aussi. Mais en aucun cas, ce n'est l'alpha et l'oméga d'une campagne. En tout cas, la confusion, on peut dire, est totale dans le camp de la majorité de fait de cette lutte fratricide qui vous oppose à Benjamin Griveaux. Est-ce que vous confirmez? Il y a ici, quand vous parlez de lutte fratricide ou dans le camp de la majorité, il faut bien voir les choses. D'abord, que ce soit bien clair, je ne fais pas campagne contre un parti, contre un mouvement, contre un candidat en particulier, je fais campagne pour Paris. Et sur la base d'un projet, convaincu qu'il ne s'agit pas dans cette élection de changer d'équipe, mais de changer de méthode et de changer de façon de faire de la politique et de mettre sur la table les grands enjeux. Et vous parlez de
lutte fratricide peut-être, mais il y a des sujets que je porte, que je suis le seul à porter de façon tenace et régulière. On va en parler. On va parler de l'actualité du jour. Est-ce que vous confirmez, Cédric Villani, que vous allez rencontrer Emmanuel Macron au sujet de cette campagne, juste après l'émission? On m'a donné une heure, 16h45. C'est vrai ou pas? Il est exact. Vous êtes bien informé. Je rencontre le président cet après-midi. À 16h45? Il m'a convié à venir échanger. 16h45, je vous le confirme. Et ce sera l'occasion, bien sûr, de discuter de Paris. C'est toujours un plaisir d'échanger avec le président et c'est naturel, tout naturel qu'on échange sur Paris. De si grands enjeux pour cette capitale, la ville la plus regardée, admirée, visitée au monde, qui fait face à tant de problèmes et qui est un enjeu majeur. Alors, on parle 2-3 minutes de cette rencontre avec le président, donc juste après l'émission. S'il a décidé de vous rencontrer à cette semaine du premier tour, c'est que la lutte fratricide qui vous oppose à Benjamin Griveaux est pour lui un sujet de préoccupation majeur. Dans quel état d'esprit vous vous préparez à rencontrer le président? J'ai toujours rencontré le président avec plaisir et ça a été nos rencontres ont été l'occasion à chaque fois de parler d'enjeux importants. Ça a été sur la stratégie d'intelligence artificielle de la France qui a été tiré du rapport que j'ai rendu au président. Ça a été sur l'affaire Maurice Audin et le travail de mémoire dont on va parler très important dont il a été question. Ça a été sur d'autres sujets importants et celle-ci aussi. Et ne comptez pas sur moi pour vous parler de scénario, de la façon, de l'état d'esprit dans lequel il est ici. Je sais seulement que ce sera un échange profitable. Alors, un échange profitable, mais la question que tout le monde se pose à quelques heures de cette rencontre, on se dit que si le président vous a invité, pas convoqué, invité, c'est que il est possible qu'il vous demande de renoncer. Donc, s'il vous demande de renoncer, qu'est-ce que vous lui dites? Ce n'est pas mon travail de commenter les scénarios possibles. Non, mais En Marche, c'est ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit En Marche? Le président va débrancher Cédric Villani. Qu'est-ce que vous dites à ça? Je le répète, ce n'est pas mon travail de commenter les scénarios d'une rencontre qui n'a pas eu lieu. Et le président est toujours libre de dire tout ce qu'il a le souci de mettre sur la table, et je ne vais pas commenter une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Oui, mais la question qui se pose, c'est est-ce que si vous dit ça, et si vous dit Cédric, il faut renoncer parce que sinon la majorité ne pourra pas gagner Paris, vous lui dites quoi? Mais mon but, cher Frédéric Aziza, c'est de préparer le projet vainqueur pour Paris, celui qui permettra de changer les choses et d'apporter sur la table les transformations dont Paris a besoin. Plus d'ordre, une vision en grand, la transition écologique et... Je souhaite parler de fond. Ne comptez pas sur moi, je le répète, pour commenter les scénarios d'un rendez-vous qui n'a pas encore eu lieu. Mais alors, une dernière question sur ce sujet, après on parle d'autre chose. Est-ce que ce que peut vous dire le président de la République, vous considérez que c'est important et qu'il faudra suivre ses conseils? Quel qu'il soit. Je me tue à vous dire que je ne peux pas anticiper ce rendez-vous pour lequel, évidemment, j'ai reçu cette invitation amicale que vous évoquiez tout à l'heure. Je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se dire. Oui, mais vous savez, vous êtes scientifique, donc vous savez qu'on émet des hypothèses, oui, et l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il vous demande de renoncer. Donc, le scientifique que je suis, c'est qu'il faut avoir en tête une grande ouverture d'esprit chaque fois que se présentent les différents scénarios. Et si j'avais anticipé dans ma carrière scientifique les scénarios les plus probables, et si j'avais seulement travaillé sur les scénarios les plus probables, je n'aurais jamais reçu la médaille Fields, croyez-moi. Mais ouverture d'esprit, ça veut dire écouter tout ce qu'on peut vous dire. Ouverture d'esprit, ça veut dire de l'écoute absolument. Absolue. Et donc, si le président de la République dit quelque chose, ça peut avoir une certaine importance. Je crois que certaines conséquences. Un entretien avec le président de la République n'est jamais quelque chose d'anodin, bien sûr. Bien sûr. Il s'agit toujours de sujets importants. Et c'est tout à fait normal qu'on parle de Paris, sujet ô combien important. Alors, on a l'impression, on parle un peu de cette bataille de Paris entre vous et Benjamin Griveaux au sein d'En Marche, au niveau peut-être humain. Humain. Je préfère parler d'une bataille de Paris entre 5 candidats qui se maintiennent au-dessus de 10%. Mais laissez-moi poser ces questions. On a l'impression que cette guerre interne entre vous et Benjamin Griveaux est quelque part peut-être une bataille d'ego. Et surtout que vous, le brillant mathématicien, vous l'avez rappelé, médaille Fields,
Vous êtes peut-être senti un peu humilié par la décision de la commission d'investiture d'En Marche de ne pas vous investir en juillet dernier. Est-ce que c'est pas ça le problème? Et est-ce que vous n'avez pas été humilié par la direction d'En Marche? Si j'étais sensible aux questions d'ego, si ma motivation, ça avait été l'humiliation ou les ressorts émotifs, croyez bien que non seulement j'aurais pas pu réaliser ma carrière scientifique, mais j'aurais jamais pu tenir le coup en tant que directeur de l'Institut Henri Poincaré. Un job dans lequel vous avez sans arrêt à démêler des complications, aller à la recherche de financement, gérer des équipes et dans lequel vous devez mettre votre ego de côté si vous voulez faire avancer les choses. Et ça a été pareil dans ma carrière politique. Si j'avais mis mon ego avant tout, il n'y aurait pas eu je n'aurais pas pu travailler sur les dossiers que vous évoquiez ou faire le travail de circonscription sur le projet Paris-Saclay. Ce n'est jamais l'ego, l'humiliation, ce ne sont jamais les émotions fortes qui ont déterminé mon action. Et cet épisode de la commission d'investiture, ça fait longtemps qu'il est de côté. Et pourtant, depuis après on va parler... Et si je suis candidat, c'est avant tout avec la conviction que j'ai quelque chose à apporter, que j'ai le projet qui convient pour changer la capitale. Et que je suis le seul à parler, jusqu'à nouvel ordre, le seul à parler d'agrandir les frontières de Paris pour résoudre en profondeur les problèmes de transport, les problèmes d'inégalité, les problèmes de logement dont la capitale souffre, le seul à avoir mis les enjeux de renouveau démocratique dans Paris sur le sujet aussi fort, le seul à parler d'écologie avec le regard scientifique et technologique issu de ma carrière scientifique, et le seul à parler au niveau que je l'ai fait, de sujets qui me sont tellement chers, tels que l'innovation, l'éducation, tout ce qui a fait la gloire de Paris, tout ce que j'ai moi-même connu quand je suis arrivé dans la capitale à 17 ans pour y entamer ma carrière de scientifique. C'est sur un projet que la capitale se gagnera, pas sur un arrangement entre les uns et les autres. Les Parisiens et les Parisiennes, ils ont besoin qu'on leur parle d'eux et de leur capitale. Pas des petites batailles entre les uns et les autres, pas des arrangements politiciens, ils ont besoin qu'on leur parle de fond. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti encore sur le terrain aujourd'hui, dans le 14e. Sur les marchés, on m'a posé des questions là-dessus, sur le fond, sur Paris. Comment est-ce qu'on évitera de devoir être, comment est-ce qu'on évitera d'être chassé de la capitale avec des loyers qui grimpent? Comment est-ce qu'on retrouvera l'esprit de village de Paris? Comment est-ce qu'on préservera les ambiances, les cultures? Comment est-ce qu'on végétalisera la capitale? Alors on va parler un peu plus tard de la bataille qui vous oppose aux autres candidats, Anne Hidalgo, Rachida Dati, David Béliard, ainsi de suite. Sur le fond, il y a un sujet qui est dans l'actualité, c'est le sujet des transports. Vous avez proposé hier que le trafic international de la gare du Nord arrive à Saint-Denis. Est-ce que vous avez fait une étude d'impact à ce sujet? Et quels seraient les avantages de ce projet pour les Parisiens et aussi pour les Franciliens? Ce que j'ai proposé, c'est qu'une partie du trafic international aille et pour destination la gare à venir de Saint-Denis-Pleyel, cette gare qui sera l'un des nœuds les plus importants du réseau de Grand Paris Express. Et pourquoi? D'abord parce que la gare du Nord, la gare la plus encombrée d'Europe, avec ses 800 000 voyageurs, sans arrêt en augmentation, avec une augmentation qui va encore s'accroître avec le Brexit, cette gare est saturée. Et c'est notre devoir de voir les choses en grand pour la désengorger. D'autre part, nous avons le devoir de penser au futur, au Grand Paris, à réaménager les choses en grand et à travailler sur la valorisation de ce secteur. Saint-Denis-Pleyel, qui sera déjà mis en valeur par les Jeux Olympiques, qui deviendra un quartier international important. Une arrêt à Saint-Denis, ça veut dire, quand le Grand Paris Express est là, ça veut dire rejoindre en un quart d'heure aussi bien le centre de Paris que la Défense. Rejoindre le quartier d'affaires de la Défense sans passer par Paris. C'est un gain de temps pour toute une clientèle internationale. C'est aussi une façon de profiter des transports. Combien ça coûte? Ce sont bien sûr des projets qui s'inscrivent dans les années, voire dans la décennie, et c'est à cet horizon qu'il faut voir les transformations de Paris. Une gare, ça se construit pas en une année. C'est un projet qui est depuis des années à l'étude, sur lequel la SNCF s'est penchée et sur lequel Plaine Commune, l'établissement public territorial à laquelle appartient Saint-Denis, met en avant depuis des années. C'est un projet qui permettra aussi de parler de réduction des inégalités entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Bref, un projet qui, aussi bien pour des questions économiques, pour des questions de confort de la clientèle internationale, pour des questions de confort des Parisiens qui ont besoin qu'on désengorge la gare du Nord, verra ce... Et vous diriez que c'est le projet central de votre programme pour Paris ?
ce n'est que l'un des projets pour le programme du Grand Paris à venir, programme pour lequel il faut penser aux modalités de transport à l'échelle métropolitaine en s'appuyant sur les réseaux du Grand Paris Express à venir et sur les mobilités. Le plus important, c'est justement cette coordination entre acteurs que l'actuelle équipe en place n'a pas réussi à faire, qui aujourd'hui continue à plomber le quotidien de tant de franciliens coincés dans les embouteillages aux heures de pointe. On a le devoir de voir les choses en grand, de voir les choses avec rationalité et avec l'intermodalité pour résoudre les problèmes de Anne transport Hidalgo, dans la capitale. elle veut un Paris sans voiture, un Paris 100% vélo. Vous, qu'est-ce que vous faites de la voiture dans Paris ? La place de la voiture dans Paris est amenée à diminuer, bien sûr. Mais pas parce qu'on aura diminué de façon très significative, diminuer de façon très significative. Elle ne doit pas s'effacer. Il y aura toujours besoin de voitures. C'est une mobilité qui devra aussi passer à l'électrique et à l'hydrogène, mobilité propre. Je vous rappelle qu'il y a des engagements qui ont été votés par le Conseil de Paris sans qu'aucun plan aujourd'hui ne permette de dire comment on va les réaliser. 2004, fin du diesel. 2020, fin des moteurs thermiques, fin de l'énergie fossile. L'urgence écologique et le confort des Parisiens imposent que nous ayons une trajectoire très ambitieuse là-dessus. Mais ça veut pas dire juste fixer des règles, ça veut dire tout un plan. Ça veut dire d'accompagnement. Tout un plan d'accompagnement pour les primes à la conversion, mais aussi un plan pour bien mettre ensemble l'intermodalité. Un plan bien conçu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des parkings relais qui permettent de changer de moyen de transport. Ça veut dire le relais entre la voiture personnelle dans la couronne, le bus rapide qui vous emmène à la station de métro, qui vous emmène à Paris. Et pourquoi je parle tellement de la couronne ? Parce que la majorité des véhicules qui sont pris dans les embouteillages aux heures de pointe, je le répète, ce sont des trajets entre la couronne et Paris. Quiconque vous dit « j'ai un projet pour résoudre les problèmes de transport dans Paris en agissant dans Paris », vous raconte des cracks, excusez-moi. On a besoin de voir les choses en grand, à l'échelle métropolitaine, en étroite coordination avec la région pour faire avancer les choses. Et ça passera par automatisation des rames de métro. Combien de rames de métro automatisées ? Aujourd'hui, il y en a 2, une troisième en cours d'automatisation. Il y en a 1, il y a la 4 qui est en cours. Après, bien sûr que la 13 doit être là, la 7, la 8, la 9. Pendant la durée du mandat du prochain maire de Paris. C'est en cours de chiffrage et vous verrez le 5 février quand j'annoncerai ça. On nous dit 400 millions, 1 milliard d'euros pour automatiser une ligne. 600 millions, c'est l'estimation moyenne pour automatiser une ligne. Il est normal que la ville de Paris contribue à une partie de cette automatisation pour l'accélérer. L'automatisation de métro, ça veut dire des rames, ça veut dire une fréquence plus rapide, ça veut dire plus de confort, et ça veut dire de résilience, plus de problèmes pendant les grèves. Exactement ce que je disais, plus de résilience pendant les conflits sociaux. C'est un enjeu de confort et d'efficacité. Mais aussi, il y a besoin de travailler sur un plan de navette partagée, en particulier pour répondre à tous ceux qui ont besoin de voyager en sécurité la nuit. Ça veut dire aussi travailler sur le plan vélo et le plan vélo. Vous parliez du plan vélo 100% Paris. Ça n'a pas de sens de limiter le plan vélo à Paris. Le vélo et les associations de vélo comme Paris en selle ou comme Mieux se déplacer en bicyclette le disent très bien. Les pistes cyclables à vélo seront vraiment efficaces quand elles déborderont largement du périphérique. Ce qui commence à se faire, hein. Ce qui commence lentement, timidement. Mais ça dépend. Il faut un accord avec les villes limitrophes de Paris aussi. C'est bien pour ça que j'appelle de mes vœux une coopération très étroite. Sans une coopération très étroite avec les communes limitrophes, nous n'y arriverons pas. Alors Et j'appelle même de mes vœux le moment où les frontières de Paris s'élargiront et où Montreuil, Courbevoie, Saint-Denis seront des arrondissements. Des nouveaux arrondissements de Paris. Alors allez dire ça au maire de ces villes, vous verrez s'ils sont d'accord ou pas. Et je vais vous dire ce qu'ils répondent, parce que j'en ai vu, je leur ai posé la question, et ils me disent, évidemment, il est hors de question de devenir un arrondissement de Paris tel que Paris est géré aujourd'hui, de façon très autoritaire par la mairie centrale. Mais ils ajoutent 2 mais c'est le sens de l'histoire. Après tout, en 1860, des quartiers comme Belleville, comme Auteuil sont devenus des parties de Paris. Est-ce que vous imaginez qu'on ait refusé de faire ce mouvement d'élargissement en 1860 pour ne pas... Où en serait Paris aujourd'hui. Où en serait Paris aujourd'hui. Et ils ajoutent encore, ça peut se rediscuter si on revoit radicalement les pouvoirs des maires d'arrondissement pour que ce soit des vrais maires. Et c'est un enjeu important pour la démocratie. Et on avance parce que... Les pouvoirs des maires maires d'arrondissement. Et je porte le projet que pour des raisons aussi bien de démocratie que d'efficacité, que de vision du futur, les maires d'arrondissement demain doivent être bien plus forts que ce qu'ils sont aujourd'hui pour les questions d'urbanisme, pour les questions de sécurité, pour les questions d'entretien de leur arrondissement. Bref, pour qu'ils soient de vrais élus à qui on peut demander des comptes. Alors, on avance.
Autre problème très important pour les Parisiens, pour Paris, c'est le problème du logement. Absolument. La location des logements à Paris, c'est 30 euros du mètre carré par mois. Le prix du mètre carré à l'achat, c'est au moins 10 000 euros le mètre carré. Mais comment vous faites pour favoriser aussi bien la location aux classes moyennes que l'achat de logements aux classes moyennes? Parce qu'aujourd'hui, il apparaît très compliqué, voire impossible, pour un jeune couple de se loger à Paris. Très difficile, et effectivement, on a vu en 30 ans la situation se dégrader de façon considérable par rapport à cela. Donc avec des dizaines de milliers de Parisiens qui quittent Paris d'une année sur l'autre. Qui quittent Paris. Nous avons quelque chose comme 10 000 Parisiens, 12 000 Parisiens par an qui se voient obligés de quitter Paris. Et en même temps, un nombre considérable de logements vacants en Paris. On parle de 200 000 logements vacants ou quasiment vacants, occupés une toute petite portion de l'année. Donc comment vous faites pour inciter la location et l'achat? On parle aussi d'Airbnb. C'est un plan qui devra se décliner sur plusieurs axes, une régulation plus efficace de Airbnb, et je n'ai pas Airbnb, de problème. C'est un problème, c'est Anne Hidalgo qui disait, il faut limiter la possibilité pour des propriétaires de louer leur logement par Airbnb à 30 jours par an. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas? Moi, je suis pour 60 jours. Actuellement, c'est 120 jours. Je suis pour une limitation à 60 jours, et pour que ce soit au maire de fixer la limitation. Et j'ai défendu cela par amendement au Parlement sans succès. J'assume d'avoir sur ce sujet une position plus ferme que le gouvernement, et une position qui donne plus de pouvoir au maire par rapport au national. Airbnb n'est pas le seul problème, bien sûr. Il y a les logements vacants, il y a des questions d'incitation, il y a des questions d'accompagnement. Il y a le modèle de foncière solidaire qui a été mis en œuvre et dont j'espère qu'il pourra se mettre en œuvre à échelle métropolitaine. J'insiste sur le fait que la solution des problèmes ne pourra se voir que si on voit les choses en grand encore. D'abord parce qu'on n'a plus de marge pour construire à Paris. En grand, ça veut dire au niveau de l'Île-de-France, hein. En grand, ça veut dire au niveau de l'Île-de-France, ou déjà au niveau de Paris et des communes limitrophes ou de la Petite Couronne. Paris, c'est tellement dense, avec ses 20 000 habitants au kilomètre carré, plus de réserve de construction, sauf à bétonner ou à construire de grandes tours. Donc ça, c'est une critique d'Anne Hidalgo quand vous dites ça. Hein. Absolument. Et alors on avance parce que l'émission avance, et une question quand même qui est liée à ce que vous proposez pour la gare de l'Est. C'est le projet de Benjamin Griveaux qui propose donc ce matin dans le JDD de déplacer la gare de l'Est pour créer un Central Park parisien sur les 30 hectares de voies ferrées, sans créer, dit-il, 1 mètre carré de logement. A priori, il apparaît en ligne avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous aurons l'occasion de discuter, de confronter. J'ai dit ce que j'en pensais, que pour moi l'urgence n'était pas la question de la gare de l'Est, mais la question de la gare du Nord. Pour moi, la première urgence sur les transports, c'est bien cette gare du Nord qui est extrêmement engorgée. La proposition de Benjamin Griveaux. Et pour moi, c'est le projet qui est urgent, c'est celui de la gare du Nord, et qui pour moi a, dans le cadre d'une construction grand parisienne, pour voir les choses en grand, pour préparer l'avenir et pour agir là où c'est le plus urgent par rapport au transport, pour moi, c'est la priorité. Alors, justement, une autre question qui est liée à ça. Votre grand projet que vous proposez, votre projet pour Paris que vous détaillez dans un livre-programme, apparaître la semaine prochaine. Le Nouveau Paris, il est déjà paru. Ouais, il est déjà paru chez Flammarion, absolument. Le Nouveau Paris, une centaine de pages pour aller au plus punchy sur ce qui, pour moi, sont les grands enjeux essentiels de Paris. Et alors, justement, dans ce livre, votre projet, c'est d'agrandir Paris. Vous l'avez d'ailleurs dit depuis le début de cette émission. Lui, Benjamin Griveaux, propose une gare métropolitaine qui aurait une dimension, donc, au-delà de Paris. Est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que c'est inconcevable pour vous de dire qu'il peut y avoir des bonnes choses dans le projet de Benjamin Griveaux? Moi, je ne suis pas du genre sectaire. Je ne suis jamais du genre à dire que tout est à jeter dans les projets des uns et des autres, et je suis toujours ouvert quand il s'agit de discuter de l'avenir de Paris. Discuter, y compris avec Benjamin Griveaux? Bien sûr. Parce que ce qui vous est reproché à En Marche, c'est que certains s'étonnent que vous discutiez avec un certain nombre d'élus parisiens, avec Claude Goasguen, avec Rachida Dati, je crois que vous avez discuté avec elle, avec Philippe Goujon. On dit aussi que vous avez rencontré... Excusez-moi, Frédéric Aziza, est-ce que vous me voyez dire aux uns et aux autres, écoutez, je ne veux même pas vous adresser la parole. Laissez-moi poser la question. Vous avez rencontré aussi Jean-Louis Msika, et que vous refusez de parler avec Benjamin Griveaux, qui vous a fait des appels à discuter. Pierre-Yves Bournazel aussi, vous l'avez demandé, donc qui souhaitait discuter avec vous depuis le mois de juillet. Est-ce que le moment est venu aujourd'hui de discuter avec lui? Je discute avec quiconque veut discuter de vision de Paris et de projets sur le fond, bien sûr.
d'infrastructures comme sur ces questions de gare. Et qu'il soit clair, ne renversons pas les rôles. Il y a quelques semaines, quand il était question de discussion avec les Verts, de discussion avec David Béliard, pour se demander quelles étaient les convergences possibles de projets, qu'est-ce qui allait pouvoir marier l'écologie et le progressisme. Quand j'ai entamé ces discussions, quelles ont été les réactions des équipes de Benjamin Griveaux ? Quelles ont été leurs réactions ? Leur réaction, ça a été de dire Cédric Villani est en train de s'éloigner de la majorité par le fait qu'il discute avec les Verts. Vous vous souvenez ? Mais alors, ils ont le fait qu'il discute avec les Verts et il me reprochait. Et en disant que vous vouliez pas discuter avec lui. Il me reprochait à cette époque le simple fait de discuter avec les Verts. Alors je vais vous dire, à l'heure où les enjeux écologiques sont les premiers du monde, les plus graves que l'humanité est à affronter. À l'heure où le président de la République met sur place une convention citoyenne pour décider des grands enjeux de la stratégie de la France en matière d'écologie, à l'heure où il vient d'inaugurer à Pau la nouvelle ligne de bus à hydrogène, à l'heure où dans toutes les communes, on a le devoir de prendre en charge la transition écologique et où on sait que les 2/3 de la transition écologique doivent se faire sur les territoires. Dire que c'est pas possible de discuter avec les Verts est pour moi juste un non-sens. Alors la question ne se pose peut-être pas comme ça. David Béliard, vous aviez tendu une main. Ensuite, cette main a été refusée par la direction des Verts, Julien Bayou. Je ne suis pas là pour commenter ce qui se passe à l'intérieur des Verts, mais pour moi, il y a un responsable de campagne à Paris pour les Verts. Il s'appelle David Béliard et il s'appelle David Béliard. David Béliard, qui était notre invité ici il y a quelques semaines et qui vous avait dit d'accord pour discuter avec lui, éventuellement pour travailler avec lui, mais à une condition, c'est qu'il décide de rompre avec le gouvernement, avec la majorité, avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui vous lui dites OK, c'est la rupture entre moi et le gouvernement, la majorité et Macron, et je suis prêt à discuter avec vous? Pour avoir eu des échanges avec les équipes de David Béliard, je sais qu'il est très attentif au choix et à la signification des mots. Et je ne pense pas qu'il ait employé exactement ces mots-là. Et je sais que ce qui est important pour David Béliard, je crois que ce qui est important pour lui est que je dise ce que je pense sur les sujets importants et que je sache le dire quand il y a une distance avec le gouvernement. Sur la question par exemple, sur la question des retraites, ça a été mon travail que de dire, au moment où je pensais qu'il ne fallait surtout pas s'arc-bouter sur l'âge pivot, au moment où les discussions étaient enlisées avec la CFDT, et j'ai dit ce que je pensais. Sur d'autres questions, par exemple, quand il y a quelque temps, cette action du gouvernement sur l'huile de palme revenant sur un vote antérieur, j'ai dit ce que je pensais. Et sur d'autres sujets, c'est très important pour David Béliard de savoir qu'il y a un interlocuteur potentiel qui dit ce qu'il pense et qui a des convictions. Et je crois que c'est très important aussi pour les électeurs. Les citoyens attendent des hommes politiques qui ne soient pas prisonniers, qui disent ce qu'ils pensent et qui s'engagent en sincérité, et c'est bien mon intention. Alors je poursuis. Vous aviez aussi voulu faire une alliance avec Pierre-Yves Bournazel. Il a décidé de rejoindre Benjamin Griveaux. Le Modem s'apprête aussi à rejoindre Benjamin Griveaux. Béliard. Vous êtes plus informé que moi. Béliard. Vous êtes mieux informé que moi. Je n'ai pas entendu parler des... Et c'est une information qui est certaine. D'après des contacts que j'ai eus avec des dirigeants du Modem, parisien et national. Il s'apprête donc à soutenir Benjamin Griveaux. Béliard et les Verts vous ont quelque part dit non. Alors attendez, ici, excusez-moi, il y a des informations que vous avez, mais par rapport à ce qui est de la situation par rapport aux Verts, je n'ai pas entendu un non. Ou alors, c'est qu'il y a une interprétation qui n'est pas du tout celle que j'ai. Vous m'avez parlé de mon identité de scientifique, aussi de quelqu'un qui est très attentif aux mots et qui sait, en tant que législateur, à quel point un mot qu'on change dans un article peut changer la loi. Et en ce qui concerne les discussions avec les Verts, je n'ai pas entendu un non. J'ai entendu des discussions, conditions, tout ce que vous voulez. La condition, c'était la rupture avec la majorité, le gouvernement et Macron. Et de toute façon, et ce n'était pas exactement dans ces mots-là non plus. J'ai l'air de faire un peu le chipoteur sur les détails, mais nous sommes en politique. En premier, ce sont les mots comptent. Et surtout, cher Frédéric Aziza, ce ne sont pas les accords politiciens qui font une élection à Paris. Les Parisiens attendent qu'on leur parle de fond,
qu'on leur parle d'eux. Et toutes ces histoires difficiles à comprendre sur qui fait alliance avec qui, ce n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est qu'est-ce qu'on construit pour Paris? Comment on construit son équipe? Qui on met en place? Le fait qu'on fasse plus ou moins de place à la société civile, le fait qu'on s'inscrive dans une dynamique. Et en ce qui me concerne, l'esprit tout initial marcheur que j'ai toujours observé. C'est-à-dire ? Pourquoi je me suis engagé dans En Marche en 2017? Ça correspondait à ce qui fondait mon engagement en politique. Société civile qui vient dans la politique, mettre sur la table les grands enjeux du futur, comme la construction européenne, et c'était aussi voir les choses au-delà des clivages politiciens. Vous savez que je faisais de la politique dès 2010 dans les écosystèmes européens fédéralistes. Je me considère toujours comme un fédéraliste et convaincu que les grands enjeux nationaux doivent se résoudre avec l'Europe. De la même façon que je suis convaincu qu'aujourd'hui, les grands enjeux parisiens doivent se résoudre à l'échelle du Grand Paris. Et c'est tout cela qui a fait mon engagement en politique. Société civile, une ouverture sur la politique, un dépassement des clivages et la mise sur la scène des grands enjeux du futur. Et dans ma démarche, dans cette candidature, je suis absolument dans l'esprit En Marche que je n'ai jamais renié. Et il y a une cohérence dans mon parcours qui est importante et les électeurs, les citoyens y sont sensibles. Alors, esprit En Marche, mais esprit peut-être contre les marcheurs, contre le... Je ne suis jamais contre. Laissez-moi finir la question. Je me contre construis peut-être toujours pour. le chef des marcheurs, on va dire Emmanuel Macron. Et à En Marche, on dit... Attendez, laissez-moi poser la question, après vous répondez. En Marche, les dirigeants d'En Marche disent, Cédric Villani, avec sa candidature, qui est donc quand même largement derrière maintenant, Benjamin Griveaux, il est en train de faire perdre la majorité et de permettre à Anne Hidalgo de remporter une victoire en mars prochain. Et est-ce que c'est une analyse électorale que vous estimez solide? On voit les sondages. Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un soutient un autre, se retire, ses votes passent directement d'un concurrent à l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que parce qu'on en revient à ce qu'on... Un électorat n'est jamais captif. Un électorat n'est jamais captif. On en revient à ce que vous disiez au début de cette émission. Donc cette rencontre avec Emmanuel Macron à l'issue de l'émission. Si donc c'était l'hypothèse évoquée, il vous demandait de renoncer, vous dites l'électorat n'est pas captif. Si je renonce, il n'est pas certain que tous mes électeurs iront chez Benjamin Griveaux. Souvenez-vous de ce qui est arrivé quand Pierre-Yves Bournazel a rallié Benjamin Griveaux. Quel a été l'effet sur les sondages? Mais le sondage qui a été fait a été indiqué que 2% allaient chez Benjamin Griveaux et une partie peut-être chez Rachida Dati. Un sondage qui avait été fait avant l'officialisation de l'annonce de ralliement un sondage dans lequel il était très clairement indiqué, d'une part sans le soutien, d'autre part avec le soutien, et le résultat était le même. Le sondage était même un peu moins bon avec le soutien que sans. Oui, mais vous faites partie vous participez, vous êtes dans le même parti que Benjamin Griveaux, c'est là où c'est la différence. Donc, est-ce que si on vous démontre que le fait de vous allier, de rejoindre Benjamin Griveaux d'une manière ou d'une autre, ça pourrait faire gagner En Marche, est-ce que vous pourriez renoncer? Le mathématicien que je suis aime qu'on parle de démonstration. Et je crois que l'épisode de Pierre-Yves Bournazel que j'évoquais prouve que l'électorat n'est pas captif. Et encore une fois, mais je le répète encore et encore, mais je dois me tuer à le dire, un électorat n'est pas captif s'il a l'impression qu'un ralliement se fait pour des raisons politiciennes et pas pour des raisons de fond. Ce n'est pas ça qui le fera changer d'avis. Il peut y avoir aussi des raisons de fond. Quel est, selon vous, et je vais vous dire ma conviction profonde, le problème majeur de la politique aujourd'hui? C'est quoi? La confiance. La confiance que les citoyens doivent avoir dans les politiques. Et la défiance, justement, qu'ils ont. Pourquoi est-ce qu'on souffre tellement aujourd'hui des conflits et qu'on a tant de mal à remettre tous les acteurs autour de la table pour la réforme des retraites? Par défiance. Pourquoi est-ce que le président de la République décide de mettre en place une convention citoyenne tirée au sort pour prendre les grands enjeux de l'environnement en main? Pour des questions de confiance, entre autres. Les citoyens ont besoin de ramener de la confiance. On a besoin de ramener de la confiance aux citoyens. C'est aussi pour cela que j'ai proposé dans mon programme, pour Paris, qu'il y ait une dose de citoyens tirés au sort sur les listes, et j'ai tenu cet engagement. Il y aura 10% à peu près sur mes listes. Mais là, quand vous parlez de confiance par rapport à un éventuel accord ou renoncement, par rapport à Benjamin Griveaux, ça veut dire quoi? Tout accord qui ne serait pas un accord portant sur le fond, sur la vision, sur le programme,
sur le projet serait de nature à inspirer une défiance supplémentaire. Ça veut dire, alors c'est très important ce que vous dites. C'est très important ce que vous dites. Tout accord qui ne porterait pas sur le fond pourrait poser un problème de confiance vis-à-vis des citoyens. Ça veut dire qu'un accord est possible avec Benjamin Griveaux? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de tout de suite là anticiper les discussions, les réunions à venir? Et je le répète, ma porte est ouverte. Je suis ouvert à quiconque viendra me parler de fond. Quiconque. Mais de toute façon, dans et une avec campagne, qui on s'entendra sur les valeurs. Mais c'est ce que je me tue à vous dire, et pour l'instant, j'ai l'impression que nous parlons trop peu de fond. Non, mais c'est important, parce que là, vous dites quelque chose de très important. Si vous parlez de fond, donc avec Benjamin Griveaux, je parle de fond avec tout le monde. Non, mais si vous arrivez à un accord de fond, vous pouvez arriver à un accord sur Paris. Avec tout le monde. Mais là, on parle de Benjamin Griveaux. Avec quiconque, et nous sommes... C'est nouveau ce que vous dites là. C'est nouveau. Non, je l'ai toujours dit. Par rapport à Benjamin Griveaux, j'ai toujours parlé de coalition. J'ai toujours dit, dès juillet, nous avons besoin d'une coalition qui va du centre-gauche au centre-droit, en passant par l'écologie. Vous pouvez vérifier dans mes interviews, une coalition qui s'accorde sur le fond et sur les grands enjeux. Et quand Isabelle Saporta parle de coalition climat, je suis complètement en phase avec elle. Une coalition qui parle des grands enjeux de Paris, qui mette au premier plan ce qu'on veut faire pour la capitale et qui fasse passer les arrangements après. Et je répète, il s'agit pas de changer une équipe par une autre. Il s'agit de changer une façon de faire. Pourquoi ma démarche, c'est aussi celle d'une personnalité de la société civile qui s'est engagée en politique, avec son identité de scientifique. Convaincu qu'il faut aussi des diagnostics et des faits et des sciences pour gouverner. Convaincu qu'il faut des personnalités de confiance qui s'engagent pas pour faire leur carrière en politique, mais par conviction. C'est pourquoi dans mes chefs de file sur les 17 arrondissements, il y en a presque la moitié qui sont issus de la société civile. Aucun autre candidat ne propose une telle ouverture. C'est cela qui, pour moi, sera un élément essentiel dans la campagne. Je rebondis ce que vous avez dit à l'instant. Si d'ici demain, peut-être en fin de journée après votre rencontre avec Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux vous dit, on est prêt, je suis prêt à vous rencontrer pour parler de fond. Vous lui dites quoi? Vous me demandez encore d'anticiper sur la conversation avec Emmanuel Macron, et nous verrons ce qui se passera. Si vous lance un appel, peut-être même aujourd'hui, rencontrons-nous, parlons de fond. Vous lui dites quoi? Je répondrai toujours la même chose. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je suis ouvert à discuter de fond avec tous les candidats avec qui nous partageons vision commune et valeurs. Et j'insiste sur les grands fondamentaux que j'ai dit. Vous savez que mon ouvrage vient de paraître. Cet ouvrage dans lequel je parle de mon projet pour Paris. Cet ouvrage où je décris les grands fondamentaux que sont pour moi l'agrandissement de Paris, que sont pour moi l'innovation et la culture, que sont pour moi le renouveau démocratique à Paris. Et l'écologie, bien sûr. On a besoin aujourd'hui de parler de fond, de programme et de projet, et de faire passer ça avant les questions de ralliement, d'alliance, d'accord. Et je vous jure, je passe beaucoup de temps dans cette campagne sur le terrain, encore ce matin, encore hier, des heures et des heures et des heures. Les questions qu'on me pose, c'est pas est-ce que l'accord se fait entre tel et tel. Les questions qu'on me pose, c'est comment vous allez faire pour limiter la hausse des loyers. Comment vous allez faire pour éviter qu'on coupe les arbres qui n'ont pas besoin. Comment on va aménager le campus à venir. Et c'est de cela qu'il faut parler aujourd'hui. Sinon, nous allons continuer à saper la confiance des citoyens. Et une dernière fois, je pose cette question. Et ça, vous êtes prêt à en parler avec Benjamin Griveaux? Avec tout le monde. Et pourquoi vous voulez pas prononcer le mot Benjamin Griveaux? Vous le prononcez très bien. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à prononcer son nom? Benjamin Griveaux, je n'ai aucun problème, cher ami, cher Frédéric Aziza, à prononcer tous les noms de tous les autres donc, prêt à discuter avec dans lui, cette élection. Prêt donc à discuter avec lui. Est-ce que c'est vrai qu'avant d'entrer en campagne, vous aviez dit à Emmanuel Macron que vous ne ferez rien, vous feriez plutôt tout pour ne pas que Anne Hidalgo soit réélue maire de Paris? Est-ce que c'est vrai que vous lui avez dit ça? Est-ce que vous pensez que mon but, c'est de faire réélire une équipe municipale dont on a vu le manque de rigueur sur la gestion des dossiers passés, aussi bien sur Autolib que sur Vélib, que sur la gare du Nord, que sur la façon de gérer la circulation? Est-ce que vous pensez que c'est mon but de faire réélire une équipe dont on a vu à quel point, sur bien des sujets, elle avait mis des enjeux politiciens au-dessus de l'intérêt public des Parisiens? Donc c'est bien, absolument pas. Donc, et c'est bien pour ça que je me présente avec un projet, et pour changer l'équipe, mais pour apporter une nouvelle façon de gouverner à Paris, il faut mettre sur la table projet, équipe,
nouvelle façon de voir les choses. Donc, c'est bien cela que je fais. Donc vous répondez à ceux qui disent Cédric Villani, son projet, c'est tout sauf... Mon projet, c'est Paris. Non, mais à ceux qui disent au sein d'En Marche, le projet Cédric Villani, c'est tout sauf Griveaux, vous leur dites c'est pas ça. Je leur dis, mon projet, c'est En Marche et c'est Paris. Et aux marcheurs, je dis à mes amis marcheurs, je dis très exactement, je suis en train, avec ce projet, d'appliquer l'esprit pour lequel je me suis engagé dans En Marche, d'appliquer l'esprit En Marche à Paris. Alors on en vient, on va quitter un peu Paris, mais tout en y restant, en parlant du contexte politique et social national. Le Conseil d'État, comme vous l'avez vu, dénonçait les projections financières, dit-il, lacunaires du gouvernement relatives à son projet de réforme des retraites. Est-ce que cela remet en cause la réforme? En clair, est-ce que vous demandez au gouvernement de revoir sa copie? Nous verrons comment les discussions vont venir. Mais je pense que le gouvernement doit prendre en compte l'avis du Conseil d'État. On sait de toute façon que l'accord, les questions finales sont soumises à ces discussions, à ces négociations qui vont avoir lieu entre le gouvernement et les syndicats. Les partenaires sociaux. Bien sûr, ça c'est fondamental pour moi. Ce dialogue est fondamental. On ne peut pas faire la réforme sans les partenaires sociaux. Je salue le dialogue qui s'est noué et c'est surtout là-dessus que je vais concentrer mon attention. Alors, vous dites le dialogue qui s'est noué. On arrive en fin de conflit, on le voit dans les transports, ça fonctionne maintenant plutôt bien, mais cet essoufflement du conflit se fait face aussi à une radicalisation du mouvement social avec des actes de violence, des actes de violence quand on l'a vu contre Emmanuel Macron, contre la CFDT. Qu'est-ce que cette radicalisation, cette violence ambiante dit de l'état de la France et peut-être aussi dit du dialogue social? La France est dans un état de tension important, très clairement. Ces temps-ci, dans un état de grande tension, encore plus à Paris, où il y a énormément pâti de la réforme de la grève des transports. On le voit à la façon dont les commerçants sont à bout de souffle et dont leurs revenus s'écroulent. On le voit dans toute la tension, bien sûr, qui est au sujet des réformes. Et nous avons besoin de dialoguer plus que jamais avec les corps intermédiaires, les syndicats. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut les contourner. Je pense au contraire qu'il faut un rôle renforcé de ces corps intermédiaires. Alors, toujours dans l'actualité, est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de dénoncer, c'était vendredi sur Radio J, je le cite, les discours politiques extraordinairement coupables, affirmant que la France est devenue une dictature et justifiant de ce fait la violence politique et sociale? La France n'est pas une dictature et le président a raison de le rappeler. Et nous ne sommes pas aujourd'hui dans un régime dictatorial et quiconque a voyagé à travers le monde et quiconque est allé dans des régimes dictatoriaux le sait bien. Mélenchon, visé par ces propos d'Emmanuel Macron, dit que la France est un régime autoritaire et que le président Macron est le seul responsable de toute la violence. Et donc il parle de régime autoritaire et appelle les Français à chasser Emmanuel Macron du pouvoir en 2022. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Un appel à la haine, un appel à l'affrontement est la dernière chose dont la France a besoin aujourd'hui. La France a besoin d'apaisement. Emmanuel Macron a donc participé jeudi, on arrive à la toute fin de cette émission, jeudi à Jérusalem aux commémorations marquant le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Occasion donc pour le président de rappeler que l'ombre noire de l'antisémitisme renaît. Et il a dénoncé aussi ceux qui se cachent derrière la négation de l'État d'Israël pour développer un antisémitisme le plus primaire. Avec dans ce contexte, ce sondage qui a été publié mardi par le Parisien, indiquant qu'un juif sur 3 se sentait menacé en France. Comment vous accueillez ce sondage et ces déclarations du président? Je ne suis pas surpris par le sondage qui traduit aussi ce sentiment d'insécurité qui est très net quand on discute avec la communauté juive. Et c'est la France doit tout faire pour rassurer, pour être intransigeante sur les questions de sécurité, sur les questions d'antisémitisme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis associé à la proposition de loi présentée par Sylvain Maillard. Et nous avons le devoir aussi, le président a parlé de questions de mémoire, il a raison de parler de questions de mémoire, c'est sur une autre affaire, sur une affaire complètement différente. Là, vous parlez de ce qu'il a dit sur la guerre d'Algérie et sur Landa, et vous faites allusion à Maurice Audin.
Oui, et c'est une autre affaire sur laquelle il était important de parler de mémoire, de parler, de voir les choses en face pour construire l'avenir. Et une dernière question, Monsieur Villani. Le fait qu'Emmanuel Macron, portant une kippa, soit allé se recueillir mercredi au mur des Lamentations, a été interprété comme une manière pour le président de reconnaître le lien millénaire et inaliénable entre le peuple juif et Jérusalem. Qu'est-ce que vous en pensez? Le peuple, ce lien est une évidence. Et il est important de reconnaître, de rendre hommage à tout cela et de rappeler ce caractère unique au monde, extraordinaire de Jérusalem, qui doit inspirer le plus grand respect du monde. Merci Cédric Villani d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, à dimanche prochain, et puis bon rendez-vous dans quelques heures maintenant avec le président de la République. Merci.